Salut à tous et bienvenue dans Le Monde en carte. Après l'huile de palme le mois dernier, nous allons aujourd'hui parler du nucléaire. Nous allons le définir et essayer de déterminer quels seraient les risques en cas d'accident. C'est parti. L'énergie nucléaire repose aujourd'hui principalement sur le principe de la fission nucléaire. Un atome est composé de neutrons et de protons, qui composent le noyau atomique, et d'électrons qui gravitent autour. La fission nucléaire est le fait de diviser ce noyau atomique via la collision avec un neutron extérieur, ce qui va avoir pour conséquence l'expulsion de neutrons propres au noyau. Ce phénomène entraîne une création d'énergie, et donc de chaleur. Les centrales nucléaires utilisent ensuite ce que l'on appelle la réaction en chaîne. Les neutrons expulsés d'un noyau vont entrer en collision avec d'autres noyaux et les couper. Seront alors expulsés les neutrons de ces autres noyaux, qui vont eux-mêmes entrer en collision avec d'autres noyaux, et ainsi de suite. L'énergie nucléaire est utilisée ou a été utilisée dans plusieurs domaines. Nous pouvons citer bien sûr l'armement avec les bombes nucléaires. Elle est également utilisée dans la propulsion navale. Plusieurs centaines de navires à propulsion nucléaire existent dans le monde, notamment des sous-marins. Mais elle est aujourd'hui surtout utilisée pour la production d'électricité. Et c'est ce point qui va nous intéresser. En effet, la présence de centrales nucléaires sur le sol français fait l'objet de nombreux débats, parfois houleux, entre pro et anti-nucléaires. Les uns prônent son efficacité et son caractère indispensable pour la France, les autres dénoncent les failles de sécurité de nos centrales et craignent un accident. Alors faisons un petit état des lieux du parc nucléaire français et tentons de comprendre un peu mieux quelles pourraient être les conséquences en cas d'accident. Le processus de production de l'électricité est assez facile à comprendre. Dans une centrale nucléaire, vous allez trouver une zone où se trouve le cœur du réacteur, c'est ici où se déroule la fission nucléaire dont je vous ai parlé en introduction, et c'est donc aussi là que l'on trouve l'uranium, le combustible servant à la fission. L'énergie dégagée par la fission va faire chauffer un circuit liquide qui passe à proximité d'un autre circuit que voici. L'eau située dans ce second circuit va se transformer en vapeur et va donc ainsi pouvoir faire tourner une turbine reliée à un alternateur. C'est là qu'est concrètement produite l'électricité, ensuite envoyée dans le réseau électrique. Un troisième circuit d'eau a pour rôle de refroidir cette vapeur via un condenseur afin que l'eau du second circuit retourne à l'état liquide et continue son cycle. Ce troisième circuit, dit de refroidissement, est complété d'un système aéro-réfrigérant. Ce sont ces grandes tours blanches dégageant de la vapeur d'eau. L'uranium usagé est quant à lui entreposé dans des piscines de stockage afin de le refroidir pendant plusieurs années. Il sera ensuite stocké ailleurs via différentes méthodes. Aujourd'hui, le nucléaire participe à hauteur de plus de 70% à la production d'électricité en France, ce qui en fait le pays le plus nucléarisé au monde. La France a exporté en 2016 71,7 TWh et en a importé 32,4, soit un solde positif de 39,1 TWh. Le nucléaire est donc stratégique et c'est pour cela qu'il nous est tant difficile de trouver un juste milieu entre production et sécurité. La France compte aujourd'hui 58 réacteurs répartis un peu partout sur le territoire. C'est le second plus gros parc derrière les États-Unis qui dispose d'une centaine de réacteurs, et avant la catastrophe nucléaire de Fukushima, on trouvait le Japon en troisième position avec 54 réacteurs. Voici sur la carte la répartition des 58 réacteurs sur le territoire français. On voit que toutes ces centrales sont situées près de cours d'eau ou sur les côtes. On l'a vu tout à l'heure, cela permet de répondre à la demande en eau permanente des centrales. Il est difficile d'évaluer le risque d'accident nucléaire. On peut néanmoins dire que l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, explique qu'un incident impliquant un réacteur est possible et qu'il faut imaginer l'inimaginable. Mais plusieurs organisations environnementales, voire anti-nucléaires, expriment un avis bien plus tranché. Elles reprochent au parc français sa vétusté, 48 des 58 réacteurs ont aujourd'hui plus de 30 ans, et selon elles, de nombreuses infrastructures sont dégradées et ne répondent plus aux normes de sécurité, que ce soit les bâtiments servant à la production, les piscines de stockage ou les zones d'entreposage des déchets nucléaires. Elles craignent également d'une part l'erreur humaine, qui pourrait conduire à un accident, et d'autre part l'acte terroriste. Régulièrement, des militants parviennent à s'introduire dans les centrales, et celles-ci sont aussi parfois survolées par des drones. Bref, le débat sur la sûreté nucléaire est sans fin, et je ne serai de toute façon pas en mesure d'apporter une réponse quant à la probabilité d'un accident. En revanche, on peut se poser la question de savoir ce qu'il est prévu par les autorités publiques dans le pire des scénarios. Une zone de PPI, plan particulier d'intervention, de 20 km autour des centrales est prévue. Ce PPI présente une série d'actions à mettre en place dans le but de protéger la population et de gérer le sinistre. Il est rédigé par l'exploitant sous contrôle de l'autorité publique. Le PPI de la centrale de Flamanville, disponible en ligne, évoque entre autres les procédures d'évacuation, de bouclage de la zone sinistrée, la mise à l'abri des populations et les dispositifs d'alerte. Actuellement, presque 2 millions de Français vivent dans ces zones tampons de 20 km. Mais ces PPI sont largement critiqués. Il est estimé que cette application sur un rayon de 20 km est bien trop faible pour assurer la sécurité des populations.
En effet, si l'on prend en compte les accidents nucléaires passés, l'impact radiologique à Fukushima s'est étendu jusqu'à 100 km, tandis qu'à Tchernobyl, il s'est étendu jusqu'à 300 km. À 300 km, c'est l'ensemble du territoire qui serait potentiellement en danger, sans compter les habitants des pays voisins. Mais pour avoir une cartographie totalement satisfaisante, il serait nécessaire de prendre en compte, en plus des seules centrales nucléaires, les routes de transport de déchets et les zones de stockage des déchets. Voici les principaux itinéraires empruntés pour le transport de matières nucléaires, et voici les principales zones de stockage de déchets. Il faudrait donc prévoir des plans d'intervention également en fonction de ces nouveaux éléments. Alors, ne serait-il pas exagéré et alarmiste de prévoir une zone de 300 km ? Eh bien, pas vraiment. En revanche, il est probable que dans le cas d'un accident, l'ensemble de la zone ne soit pas touché. En effet, ce type d'événement est extrêmement dépendant de plusieurs facteurs, comme le vent, les précipitations, la pression atmosphérique, les courants marins ou encore la topographie de la région. Lors d'un accident, selon ces éléments, vous pouvez donc avoir une partie de la population vivant à seulement quelques kilomètres d'un côté de la centrale qui ne sera absolument pas touchée, tandis qu'un vent fort poussera les particules radioactives à plusieurs centaines de kilomètres de l'autre côté. On peut donc réellement se poser la question de l'utilité de cette zone tampon, qui est arbitraire et ne prend pas en compte les différents éléments impactants cités. Pourtant, des simulations ont déjà été réalisées, notamment plusieurs juste après l'accident de Fukushima, qui se sont révélées plus ou moins précises suivant les méthodes utilisées et les périodes simulées. Voici 4 cartes de l'accident de Fukushima comparant les simulations et les mesures réelles sur différentes périodes. Les simulations sont représentées par des aplats de couleurs, tandis que les mesures sont représentées par des points de couleur. Les couleurs vont du jaune pour les plus faibles intensités radioactives au rouge-violet pour les plus fortes. On peut voir que pour le 12 mars, soit le lendemain de l'accident, les simulations ne longent pas assez la côte par rapport aux mesures. Entre le 14 et le 16 mars, la simulation de la zone de fort dépôt entre le site nucléaire et le bassin de Fukushima est plus réaliste, quoique encore légèrement décalée. L'épisode du 18 mars est quant à lui correctement simulé, et entre le 20 et le 21 mars, les simulations parviennent à être correctes également, grâce à des prévisions météorologiques plus précises. Avec ces exemples, on voit donc que ces simulations sont compliquées mais faisables, et il est certain qu'elles seraient plus efficaces que de simples zones tampons circulaires. Réalisées en amont d'un accident, ou même juste après, elles permettraient d'alerter et de mettre à l'abri les populations prochainement impactées. Intéressons-nous maintenant aux autres conséquences qu'aurait un accident nucléaire, notamment en matière de pollution marine et de pollution des sols. Reprenons l'exemple de l'accident de Fukushima pour ce qui est de la pollution marine. Sur cette carte, qui montre un état des lieux un peu plus de 3 semaines après l'accident, on voit que la contamination est importante près de la côte et se réduit au fur et à mesure que l'on s'éloigne des terres. En fait, la radioactivité se propage beaucoup moins dans l'eau que dans l'air, et elle y est également diluée plus facilement. Ainsi, la dilution d'une tonne d'eau contaminée dans 1 km3 d'océan divise sa radioactivité par 1 milliard. Nous avons donc plutôt intérêt à voir l'eau contaminée se disperser rapidement pour réduire les concentrations en radioactivité. Près des côtes, par exemple, l'eau est moins renouvelée, moins brassée et donc moins diluée. On risque alors de voir une contamination plus forte et surtout plus pérenne. Cela pose problème pour toute la vie marine vivant dans les milieux proches des littoraux et les activités de pêche doivent donc être drastiquement contrôlées. Si on revient en France et que l'on prend l'exemple de la Manche, on voit que 4 centrales sont situées sur la côte. Mais ce sont les centrales de Paluel et surtout de Penly qui poseraient a priori le plus de risques, car des zones présentant de faibles courants marins se trouvent à proximité. L'eau contaminée pourrait donc être retenue sur place et être très concentrée. C'est moins le cas pour la centrale de Flamanville, où les courants à proximité sont plus forts. Néanmoins, la Manche étant un couloir étroit entre la France et le Royaume-Uni, une contamination risquerait de toucher les côtes des deux pays. Il faut noter en revanche que dans le cas de Fukushima, la contamination massive de l'eau était aussi due au fait qu'un tsunami était impliqué dans l'accident. En ce qui concerne la pollution des sols, prenons comme exemple l'accident de Tchernobyl. Cette carte montre les territoires contaminés après l'accident. Plus l'on va vers le rouge, plus la contamination augmente. Si l'on prend l'ensemble des zones représentées ici, on a un total de presque 150 000 km² contaminés, au moins faiblement. Aujourd'hui, la radioactivité a bien décru, et cela permet une activité plus normale. En revanche, sur les zones les plus touchées, en rouge et en orange, les restrictions en termes d'usage des sols, c'est-à-dire concernant l'élevage et l'agriculture, dureront encore longtemps. Pour vous donner une idée, la superficie de ces zones est à peu près équivalente à celle de l'Île-de-France. L'exemple de Tchernobyl montre donc qu'un accident, en plus des conséquences sanitaires, peut impacter très fortement l'économie d'une région. Alors entre production électrique et sécurité, il est difficile de trancher. Le risque d'accident, même évalué comme minime par l'exploitant EDF, vaut-il le coup ? Je n'ai pas la réponse, à vous de juger.
Mais tous ces éléments mènent forcément à se poser les questions suivantes. La France peut-elle se passer du nucléaire? Et quelles sont les alternatives? On pense alors de suite aux énergies renouvelables. En 2017, leur part dans la production d'énergie en France représentait 18,4% du mix énergétique. Parmi ces énergies renouvelables, on trouve entre autres l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, le biogaz, la géothermie, l'énergie marine. Prenons par exemple l'éolien. Voici la carte de la France avec la production par région en 2017. On voit que la répartition est inégale, avec une production centrée surtout dans le nord et l'est du pays. Et voici à présent l'évolution de la puissance éolienne depuis le début des années 2000. L'évolution est continue et a quintuplé dans la dernière décennie. Prenons maintenant l'exemple du photovoltaïque. La carte semble inversée par rapport à l'éolien. La production se situe largement dans les régions sud, pour des raisons évidentes d'ensoleillement. Et voici l'évolution de la production depuis 2009. De manière globale, les tendances sont également à la hausse dans les autres filières d'énergie renouvelable. La filière hydraulique reste la plus grande productrice, avec une part de 52%, devant l'éolien à 28%, le photovoltaïque à 15% et les bioénergies à 4%. Mais les énergies renouvelables ne sont pas une solution miracle. Il y a toujours le problème du stockage de l'électricité, et nous sommes encore loin de pouvoir fournir l'énergie demandée par l'ensemble du territoire. De plus, énergie renouvelable ne rime pas toujours avec éthique écologique. La solution sera alors peut-être un mix énergétique plus équilibré, incluant le nucléaire à condition qu'il soit sûr. Il est en tout cas certain qu'une meilleure répartition des énergies serait plus saine pour le pays. Si un accident survient demain, prendrons-nous la décision de stopper toutes les centrales comme l'a fait le Japon pendant un temps? Et à ce moment-là, que se passera-t-il? Devrons-nous importer 70% de notre électricité? Ce sont des questions que nous devons nous poser. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris certaines choses sur ce dossier complexe. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner, car d'autres vont venir, que ce soit sur l'actualité géopolitique, économique ou sur des thèmes plus légers. Salut!